Samuel Ibon, qui est directeur expertise efficacité énergétique chez Alstom. Samuel Ibon pilote les stratégies énergétiques des plateformes ferroviaires et la validation des engagements de performance. Il anime des équipes pluridisciplinaires, développe des outils d'optimisation et intègre l'IA et l'intelligence augmentée au cœur des démarches R&D et industrielles. Et je vous donne la parole. Merci. Alors, j'ai compris qu'il était mieux que j'utilise les micros du pupitre. Avec la main le plus haut possible. Non, mais il m'a dit qu'il valait mieux que j'utilise ça. Bon, Alors, je vais respecter la consigne. Là, c'est bon, vous m'entendez avec cela? Ah, plus haut. Là, comme ça, c'est bon. J'aime pas être statique, mais je vais me conformer à l'exercice. Alors, déjà, merci de m'avoir accueilli. C'est la première fois que je viens dans ce colloque. J'ai appris pas mal de choses. Et en préparant ce colloque, je m'étais justement posé des questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir présenter? Et puis, je m'étais posé des questions aussi sur ce qui pouvait vous intéresser. Et en passant le dernier, c'est pas facile, parce que finalement, j'ai entendu pas mal de choses. Et en même temps, je me suis dit, ce que je vais vous présenter, c'est assez en ligne avec ce que j'ai pu entendre depuis ce matin. Donc, ça me réconforte finalement dans la trajectoire que l'on peut prendre. Comme le colloque était aussi basé sur le sujet de l'expertise, moi, je suis considéré comme senior expert donc, dans mon entreprise. Et je ne vais pas vous parler des systèmes embarqués, etc. Je vais plutôt vous reparler du lien entre les experts et l'intelligence artificielle. Ah ouais, il faut vraiment que... Voilà, je vais me mettre comme ça. C'est bon là, comme ça? Voilà, alors il faut vraiment être très près. Et en plus, on n'a pas l'écran. Donc, quand je me suis préparé, je me suis dit, mais pourquoi on va parler de l'intelligence artificielle maintenant? Alors, un des problèmes ou une des problématiques que l'on a en entreprise, et j'ai cru comprendre que c'était le cas dans les autres entreprises, c'est que, on n'a pas beaucoup d'experts. Donc, nos experts, j'en fais partie, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on se partage parmi toutes les demandes provenant de tous les sites. Donc, un des concepts, c'est de se dire que l'IA doit nous permettre de partager notre temps en diffusant finalement de manière peut-être plus efficace notre connaissance. Et également de nous faire gagner du temps en faisant, on va le voir après, des analyses qui peuvent être plus ou moins automatiques et en espérant avoir des résultats fiables. Alors j'ai mis des petites astérix à 2-3 endroits. J'ai mis en bas dans un monde idéal et c'est bien parce que ça fait le lien avec ce qu'on a vu ce matin, les problématiques de confiance et d'autres. Aujourd'hui aussi, on l'a vu depuis ce matin, on pense qu'on est dans la maturité technologique de ces IA, donc il est temps de les déployer. Alors oui, on peut les déployer dans le monde industriel. Maintenant, on en a parlé aussi, que fait-on de la donnée quand on doit aller connecter avec des IA qui se trouvent sur des clouds? Aujourd'hui, si je mets quelque chose sur nous, dans notre entreprise, on utilise Copilot. Si je mets quelque chose dans Copilot, est-ce que je suis sûr que cette donnée elle est restée confidentielle? Bon, on nous dit oui. Voilà, à vous d'être juge. La transformation numérique, donc comme on l'a dit, les experts manquent de temps, on n'en a pas beaucoup, donc on va voir comment... et alors, ça va faire un lien aussi assez intéressant avec l'équipe MBDA juste avant, puisqu'on va reparler des systèmes multi-agents. Et enfin... Le principe de l'IA, et encore, je pense que je vais encore répéter des choses vues depuis ce matin, vis-à-vis de l'expert, ça va être d'être capable de nous aider à investiguer peut-être plus rapidement et plus efficacement. Et là encore, avec toujours des petites astérix. Hop. Donc moi, j'avais en préparant, j'avais découpé en fait l'IA en 2 parties et j'ai été conforté dans cette idée depuis ce matin. Donc il y a une première partie où on parle plutôt d'intelligence augmentée. Alors, moi, je ne suis pas un expert de l'IA, je suis un expert de l'énergie, mais pas de l'IA. Donc, il ne faudra pas me demander des détails sur les algorithmes, je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que dans l'IA augmentée, on a utilisé justement les règles métiers, les règles que nous, les experts, nous allons pouvoir donner aux entreprises, les processus, etc. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'était de se dire, est-ce que je vais pouvoir finalement dupliquer mes experts? Est-ce que je vais pouvoir gagner du temps? Et est-ce que je vais pouvoir quand même garder la responsabilité de l'expert? Et on l'a vu depuis ce matin, assez régulièrement, on entend, oui, l'expert, il est là pour donner le dernier mot, voire, on l'a entendu en tout début de journée, de pouvoir s'éloigner un petit peu des règles en prenant des décisions, parce qu'il maîtrise le risque de fait de son expérience. Cette capacité aussi à dupliquer, ce qu'on va voir après avec le système multi-agent, devrait aussi nous permettre
de mieux appliquer les process. Et j'ai pris un exemple tout à l'heure sur l'application des process, donc process souvent écrits par nos experts. On verra dans une deuxième partie, donc la partie plutôt générative, où là, on en a parlé aussi juste avant, comment, par la construction de modèles liés à un ensemble de données qui va remonter pour nous des trains, on va être capable finalement de reproduire des modèles, voire même d'aller un peu au-delà de la connaissance en faisant de l'investigation au milieu de ces données. Donc là, on l'a vu avant, et je passerai peut-être un peu rapidement sur cette partie-là. Donc là, je suis exactement dans la problématique de MBDA qu'on a vu juste avant. L'exemple que je voulais prendre au départ, c'est le fait que quand on rédige des règles métiers, des processus, etc., eh bien, rapidement, tout se règle d'une entreprise, et surtout quand une entreprise a pas mal d'années d'expérience, en fait, ça représente des centaines, des milliers de pages. Et donc, on est vraiment dans le même exemple. Et comme ce sont des documents qui sont gros, et que les ingénieurs, on l'a vu, sont débordés, hein, la plupart du temps on entend ça dans les entreprises, eh bien en fait nos ingénieurs, et notamment les jeunes ingénieurs, n'ont pas forcément le temps d'aller lire ces documents. Comme ils ne lisent pas les documents et que toutes les activités, le descriptif, les manuels d'utilisateurs des outils, etc. sont dedans, ben malheureusement, ils vont se lancer assez rapidement dans les activités sans avoir la connaissance, hein, ils n'ont pas l'expérience, c'est normal. Mais en plus, eh bien, ils vont perdre du temps, ils vont être à côté finalement du problème attendu et ils vont aller régulièrement appeler l'expert. Et nous, on n'arrête pas de perdre du temps, tout ça parce que les gens n'ont pas le temps de lire les documents. Donc pour répondre à ce genre de problématique, nous, dans mon équipe, on développe aussi les outils de calcul pour la partie énergie et performance des trains. L'idée, alors je ne suis pas du tout avancé comme MBDA qu'on a vu avant, nous on démarre le mois prochain, mais l'idée, ça va être essayer justement d'aller récupérer la connaissance des experts, donc moi je vais en faire partie, mais je ne suis pas le seul, pour pouvoir mettre ça dans l'outil qui est l'outil de travail quotidien, et que les ingénieurs, par un système d'aide, avec des questions et des prompts et tout ce que l'on veut, puissent avoir sa réponse, et quelque part, on va essayer de cloner l'expert dans l'outil. Alors ça ne sera jamais complet, mais c'est ce vers quoi on veut se lancer. Donc notre outil s'appelle Energix, que vous avez au cœur le E avec un petit X. Et donc on démarre avec une investigation basée sur le système multi-agent, avec pour nous, dans l'idée, alors on est moins avancé, donc on va creuser le sujet, mais c'est que chaque petit agent sera finalement une représentation des compétences de l'expert. Ça peut être de la physique, ça peut être du process, ça peut être de l'activité, un moyen de réaliser un calcul, de la physique, etc. Donc, on va embarquer ça, la personne va pouvoir poser ses questions, et on a également la notion de process. Donc, le principe, il va être de dire, bon, ben voilà, je dois faire d'abord l'activité 1, suivi de l'activité 2, mais pour l'activité 2, j'ai besoin de telles données, et d'essayer d'aider la personne, si elle n'a pas la compétence, d'aller retrouver de l'information directement dans l'outil, et peut-être de moins interroger au fur et à mesure l'expert, et de maintenir l'expert dans sa responsabilité plutôt sur quand il va critiquer les données d'entrée et également faire l'aide à l'analyse des données de sortie. Voilà. Sur le deuxième pilier ah oui, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ce que j'ai mis en introduction, et je le reprends parce que c'était important, c'est le fait que ces systèmes multi-agents, vu que ce sont des agents qui sont normalement pas trop gros, notre objectif, c'est de le garder évidemment en local. Comme ça, comme l'a expliqué MBDA juste avant, il n'y a pas de risque, ou en tout cas, il y a peu de risques que cette donnée se retrouve à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est vraiment important qu'on ne diffuse pas tout via le cloud chez Microsoft et ailleurs. Donc ensuite, on passe dans la partie plutôt générative, où l'IA va aider l'expert dans l'analyse de données. Donc là, depuis quelques années, on a à bord des trains énormément de capteurs, on reçoit des gigas de données. Ces gigas de données, généralement, sont stockés, et ils sont stockés. On a du mal à les utiliser, parce que si vous demandez à un ingénieur, est-ce que tu peux analyser ça, il va falloir sortir des dizaines de fichiers, et en fait, il y a des heures carrées à passer, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, et en fait, on n'utilise pas vraiment la donnée. Donc depuis quelques temps, on va pouvoir, et je vais vous mettre deux, trois exemples très simplifiés après, donc aller utiliser cette donnée pour créer des choses nouvelles, et notamment des modèles. On travaille également, alors ça c'est plus facile, c'est sur la notion de rapport automatique. On va être en lien aussi avec le phénomène de l'agent avant, puisque si le rapport est automatique, il est standardisé. Donc s'il est standardisé, les données sont représentées toujours de la même manière. Et pour l'expert, c'est un gain de temps phénoménal, parce que vous savez exactement ce que vous cherchez, et vous le trouvez toujours au même endroit, toujours avec la même forme et la même représentation. Donc on gagne du temps dans l'analyse. Et le dernier point, je ne vais pas le présenter, mais je voulais quand même en parler rapidement, c'est vraiment l'aide à la recherche contextuelle dans du document.
Alors on en a deux types. Vous avez une vingtaine d'articles qui a été publiés sur un certain sujet qui vous intéresse pour faire progresser votre compétence d'expert. Et vous n'avez pas forcément le temps de lire les 20 articles, surtout qui ne sont pas forcément directement adaptés à votre sujet. Eh bien, vous avez des algos maintenant qui font de la prélecture, qui vous font un petit résumé, et ça vous permet de sélectionner parmi les 20 les 4-5 articles sur lesquels vous allez devoir vous concentrer. Gain de temps, ça c'est vraiment super. La deuxième partie, donc, c'est plutôt aller chercher de l'information dont vous n'êtes pas expert dans les bases de données qui sont gérées plutôt dans le monde, ChatGPT et compagnie. Et là, comment vous faites confiance? On retombe sur le problème de la confiance. Et je vous ai mis en bas un petit lien. Alors, je ne sais pas si ça sera actif, les liens, quand la publication, enfin, la présentation sera publiée. Mais c'est un article du Guardian qui disait que dans la dernière version de ChatGPT, vous trouvez que des fake news de la nouvelle Wikipédia d'Elon Musk. Et en fait, comme ils ont mangé toute la donnée, ils ont aussi mangé n'importe quoi. Donc aujourd'hui, les IA sont complètement polluées par de la fake news. Et vous interrogez, si vous n'êtes pas expert du sujet, une base de données qui vous dit n'importe quoi, et vous prenez ça comme argent comptant, et c'est pas mal. Donc attention, encore une fois, au monde idéal de l'IA, c'est pas toujours évident. Alors, quelques exemples. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas trop au niveau du public s'il fallait mettre des exemples très, très détaillés ou pas. Donc, je suis resté plutôt à un niveau élevé. Donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec les données et la génération de modèles. Donc, on utilise pas mal le jumeau numérique, donc plutôt type réseau de neurones. L'idée étant donc de faire manger des gigas de données à ce modèle. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est que ce modèle, il est rapide et on peut l'intégrer dans nos outils d'optimisation. Donc derrière, on fait des boucles de calcul. C'est un peu ce qui a été expliqué avant avec aussi de la CFD là, pour faire les ailettes de turbine, etc. On a ce même genre de choses où avec des modèles qui peuvent être des modèles électriques, mécaniques ou voire CFD, on est capable comme ça de faire des itérations de calcul et de faire de l'optimisation de design ou de l'optimisation aussi de lois de commande. Là encore, mais ça a été dit, donc je ne vais pas passer trop de temps, ce qui est hyper important. Ah, j'ai perdu... Enfin, moi je l'ai, mais il n'y a personne au fond. Il n'y a plus d'écran. Oui, alors bon, le temps qu'ils remettent l'écran. Ce qui est important, c'est que... Oh, c'est bon, vous l'avez. La quantité de données soit importante, mais qu'elle couvre bien l'espace qui est nécessaire dans l'usage du sous-système attendu. Et si vous n'avez pas assez de données et que vous créez un modèle qui ne contient pas l'ensemble du domaine d'usage et que pendant vos simulations, vous allez taper à côté, encore une fois, problématique de confiance, vous allez avoir une réponse qui peut être complètement stupide. Si ce domaine est dans le domaine de l'expertise, vous avez une chance de vous en rendre compte. S'il ne l'est pas, parce que vous avez dit, moi je diffuse tous mes modèles pour que les gens puissent faire plein de choses avec, vous ne savez pas ce qui va être fait avec ce modèle qui peut vous donner des sorties un peu étranges, quoi. Donc attention toujours au domaine de définition de ces modèles. Alors, par contre, ici c'est bon. Un autre domaine aussi dans l'analyse des données, c'est de pouvoir recréer de nouvelles données à partir de données. Alors j'ai un exemple ici, alors je ne vous ai pas mis des vraies courbes parce que ça ne servait à rien, mais dans nos trains, donc je vous l'ai dit, on a des capteurs, on mesure, et par exemple on a des systèmes où on mesure des courants qui en fait sont constitués de différents courants correspondant à des sous-systèmes. Malheureusement, je n'ai pas forcément un capteur pour chaque sous-système, donc j'ai un capteur global, et je sais que le courant mesuré contient en fait tout un tas de sous-courants, je dirais, qui ont été sommés là-dedans. Et l'idée, c'est de pouvoir décomposer en fait le courant principal en courant secondaire et ainsi de déterminer l'usage des différents sous-systèmes pendant la mission du train. Alors, c'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas complètement mature chez nous. Par contre, je vous ai mis aussi un lien, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est un petit machin que vous mettez dans votre compteur Linky. Et en fait, la société a fait de l'apprentissage, le frigo, la machine à laver, etc. Et à la fin de la journée, il vous dit, voilà, vous avez dépensé tant d'énergie dans le frigo parce qu'il y a une reconnaissance par IA de la forme du courant du frigo. Et grâce à ça, il peut décompter l'énergie du frigo. Eh bien, c'est tout à fait le genre de choses qu'on veut faire dans le ferroviaire pour qu'avec un nombre de capteurs finalement réduit, on soit quand même capable d'avoir un nombre d'informations supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est très intéressant quand on fait l'analyse de la consommation en détail d'énergie de nos trains pour améliorer à la fois les composants et l'usage de nos composants. Donc ça, je vous l'ai introduit au départ. C'est quelque chose pour nous, pour les experts, qui est vraiment fondamental. On relit régulièrement des rapports qui viennent de l'entreprise. Et souvent, quand on reçoit les rapports... c'est compliqué à lire, hein. C'est pas du niveau qu'on attend, les données sont pas là, c'est pas ce que vous vouliez, etc.
Donc, la génération de rapports automatiques directement embarqués dans les outils, ça pour nous, c'est vraiment le miracle. Alors, on est un peu à la frontière entre l'IA et l'algorithme simple parce qu'au départ, faire un rapport automatique, ça peut être un simple code qui dit vous prenez telle donnée, vous écrivez ça, tac, 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 et puis ça vous fait un rapport à peu près correct. Là où l'IA va intervenir, c'est quand vous voulez commencer en fait, à rajouter de l'analyse qui n'a pas été faite par l'ingénieur parce que ce n'est pas l'expert du sujet. Donc là, il va pouvoir, avec l'IA, à la fois utiliser un modèle standardisé qui va être pré-rempli en partie par des algorithmes et ensuite il peut y avoir des propositions donc, sur certains types de paragraphes ou d'analyses, d'explications. Et là, l'ingénieur, il va pouvoir tenter de dire je suis d'accord avec l'explication qui m'est proposée, il peut la proposer. Et puis c'est l'expert qui, lui, va valider, oui, tu as raison, c'est bien ce qui s'est passé, on peut conclure ça, et voilà dans quelle direction on peut partir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on investit pas mal parce que vraiment, on gagne énormément de temps à la rédaction, parce que même faire un copier-coller de 50 figures dans un rapport, c'est hyper long pour un ingénieur lambda, ça sert à rien. Et puis pour l'expert, comme je vous l'ai dit, il trouve l'information au bon format, au bon endroit. Donc on gagne vraiment des heures. Et quand on est dans un groupe international où vous avez 50 sites qui vous envoient des rapports tous les jours, autant aller chercher l'information au bon endroit. Alors, un des derniers points que je voulais amener aujourd'hui sur la partie générative, on n'en a pas parlé aujourd'hui, donc là je suis content, ça va être nouveau, même si ce n'est pas nouveau pour plein de gens, pas mal de gens parmi vous, c'est la génération de code automatique. Alors les experts, nous on adore la physique, on adore notre domaine et tout, mais on n'est pas forcément des experts du codage, notamment le Python, tout ce qui est à la mode. Malheureusement, comme on est des cerveaux tout le temps en ébullition, on a envie de modéliser, on a envie d'analyser, on a envie de faire plein de choses. Et on n'a pas forcément un ingénieur informaticien à côté de nous pour faire le super code Python qui va bien avec le graphique parfait comme on l'avait envisagé. Eh bien, là pour le coup, je ne vais pas être trop critique parce que ça marche plutôt pas mal. Vous êtes capable de mettre du texte, j'ai envie de faire ça. Vous allez le voir, j'ai fait une petite vidéo après pour vous montrer ça. Et l'IA est capable de vous générer du code informatique, vous lancez ça, globalement ça marche. Il manque un petit truc, c'est la validation. C'est-à-dire qu'il vous dit un code, mais en général c'est vous qui le testez. Ah, ça marche pas, il m'a fait ça, j'ai une erreur. Alors vous remettez dedans et puis vous dites ah oui, t'as raison, j'aurais dû penser à ça. Il vous le corrige et puis ça marche au bout de 3-4 coups. Selon les IA, ça va plus ou moins vite. J'ai lu la semaine dernière, je vous ai mis aussi le truc là-dedans, là. Je crois que c'est Claude qui a annoncé ça, qui pense que d'ici 1 an, peut-être 2 ans, la génération de code va également générer le code qui valide le code. Ce qui fait que vous pourrez lui dire, voilà, je veux faire ça, mais en plus, voilà les données, et tu vérifies que ton truc, ça marche. Et le truc, il est censé marcher. Donc si ça marche, franchement, moi, je trouve ça génial. Alors, je vous mets un petit exemple. J'espère que la vidéo va fonctionner. Donc, en gros, vous écrivez du texte tout à fait normal. Ouais, c'est bon, ça marche. Vous écrivez, voilà, je veux faire ça. Tu prends un fichier CSV qui s'appelle trucmuche, tu prends la variable, tu fais ci, tu fais ça, tu m'extrais, tu me crées un graphique, et le truc, il tourne tout seul. Et franchement, moi là-dessus, moi qui suis un peu geek et puis jouer avec le cerveau qui tourne tout le temps, ça, je trouve ça vraiment... Là, j'ai gagné du temps et j'ai pas beaucoup de remarques à faire négatives. Alors évidemment, quand on a fait du code, ce qu'il faut, c'est aussi le commenter. Ah ben là, ça marche super bien aussi. Le code, s'il ne l'a pas déjà fait, vous lui demandez « commente-moi le code » et il vous met des commentaires, il explique tout et la personne derrière qui va vous le reprendre va être capable de bien comprendre et puis évidemment de l'améliorer si on veut créer un outil industriel. Mais pour faire de l'investigation, c'est franchement formidable, quoi. Alors voilà, je vais conclure après ça. On a dit, ouais, l'IA, depuis ce matin, globalement, à part la confiance, l'IA, c'est super. Mais moi, j'ai quand même un doute. Je fais partie, vous voyez, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs aussi. Je fais partie des gens où je me dis, c'est bien, mais. Moi, je fais partie des experts, et donc ça m'énerve de voir les ingénieurs qui ne font pas ce qu'il faut. Donc, je fais des outils où je vais mettre de l'IA pour les aider. Et puis, j'ai mis des trucs pour vérifier que tout ce qui est fait, c'est bon. Résultat, les ingénieurs qui vont prendre les outils qui possèdent tout ça, ils vont gagner du temps, puisque l'outil dit bah, fais ci, fais ça, ah t'as pas fait ça, rajoute-moi ci, rajoute-moi ça, et c'est super. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce temps? Ils vont faire autre chose, ou ils vont en profiter pour essayer de comprendre, pour s'investir dans le domaine, et devenir le prochain expert. Parce que moi, dans 10 ans, c'est fini. Comment on va faire les nouveaux experts si on leur a mâché tout le travail et que tout est fait automatiquement? Qui c'est qui demain va vérifier tout ce qu'on a dit depuis ce matin, là, la confiance et tout? C'est pas moi, je serais plus là, moi je serais à la pêche. Et si les jeunes, je dis les jeunes, j'ai rien. Mon équipe n'est faite que de jeunes. J'ai embauché que des jeunes sortis de l'école et je les forme comme je veux. Ils sont tous geeks et tout ça, mais
comment on fait pour les motiver? C'est vraiment un sujet aujourd'hui. Moi, je suis très, très partagé. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. Alors, pour les jeunes, ça devrait leur parler, justement, l'ambiance de l'image. Entre l'augmenter et l'assister. Mais l'assister vraiment au sens négatif du terme. Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai un vrai doute sur qu'est-ce qu'on va faire demain. Et j'ai entendu dans la presse la semaine dernière, aujourd'hui, aux États-Unis et ailleurs, on ne veut plus embaucher de jeunes ingénieurs codeurs parce que ça ne sert à rien. L'IA, je vous l'ai montré, ça fait tout seul. OK. Mais ils sont où les prochains ingénieurs, codeurs, experts? On fait quoi? Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Je vous ai mis la question. C'est peut-être un truc qu'il faut discuter. Et puis voilà. Et puis, alors, j'ai 2 petites remarques qui sont sur la slide. La première, je me suis amusé, vous l'avez vu, à utiliser l'IA pour faire ces slides. Est-ce que j'ai gagné du temps? Je ne vous donne pas la réponse. Je pense que vous l'avez deviné. Et la dernière, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, à part quand on parlait des petits machins qui consomment 20 watts, là, qui font tourner. Mais quand on balance de l'IA là, de partout, qu'on interroge ChatGPT pour traduire un chat en chien, en anglais, en français et en turc, ça a consommé combien de kilowatts tout ça là? Et ça, on n'en parle pas. Alors moi qui suis dans l'énergie, évidemment, quand je vois tout ça, ça a tendance à me questionner également. Voilà, donc je voulais conclure sur ces mots-là et je vous remercie pour votre attention. Alors, moi, j'avais... La question que vous posez pour les experts, on peut se poser la question pour les jeunes lorsqu'ils vont à l'école. Faut-il encore qu'ils aillent à l'école, hein? On peut décaler d'un cran. Hein. Ah, il y a une question, ouais. Il y avait une question devant, je crois. Oui, je voulais juste... en fait, ça fait complètement un lien avec votre conclusion. C'était par rapport à votre pilier 1 où vous parliez du renforcement finalement des compétences des experts dans un monde idéal. Mais au vu de la vitesse de développement de l'IA, y a-t-il pas forcément un risque de voir ces experts complètement dépassés par la vitesse de cette technologie en pleine évolution? Et comment faire justement pour conserver le fait qu'on maîtrise cette cinétique finalement du mouvement de l'IA pour que les experts gardent toujours la maîtrise et augmentent leurs compétences et la conservent, plutôt que justement de se faire complètement submerger, dépasser par finalement une technologie qu'ils ne maîtriseront plus. Donc, est-ce que c'est des questions qui vous occupe déjà, en tout cas au niveau RH? Est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé ou pour l'instant on a la tête dans le guidon et on attend de voir un petit peu si le tsunami arrive ou pas? Non, je vais vous donner plus une vision personnelle qu'une vision RH sur le sujet, mais dans mon cas où je suis parmi les experts, ce gain de temps que je vais avoir grâce à ces outils me permet de faire plus de choses, voire d'approfondir, d'aller plus loin. Mais moi, je suis déjà arrivé dans le rôle d'expert, c'est-à-dire que j'ai déjà 18 ans d'expérience dans mon domaine spécifique de l'énergie ferroviaire, et ça me permet d'aller plus loin parce que voilà, je maîtrise déjà. Moi, la question, vraiment, je la reporte sur le début de carrière, en fait. C'est dès le début, si on ne leur donne pas le goût à la technique, le goût à apprendre et le goût à aller plus loin. Voilà. Et il y a un truc qui a été dit ce matin et qui est très vrai chez nous aussi, c'est l'innovation. Aujourd'hui, bon, l'IA, elle fait des modèles, on peut jouer avec les modèles, mais n'empêche que l'innovation, je pense que ça reste aujourd'hui très humain. Alors, je me trompe peut-être pour dans 10 ans, je ne sais pas, mais le fait de faire de l'innovation, ça oblige aussi nos ingénieurs à se poser vraiment des questions, à investiguer. Là, l'IA va avoir un vrai avantage pour gagner du temps et puis pour poser, tout à l'heure on a dit il y avait des milliers de cas qui pouvaient être testés au lieu de 10 cas quand on est une personne humaine. Bon, ça c'est très bien. Mais ça veut dire que d'abord on a fait fonctionner le cerveau, on se pose des questions, on veut des réponses et on va aller chercher les réponses un peu plus vite. Voilà. Moi j'aurais une question, merci pour votre exposé. Vous avez mis le doigt exactement là où il le faut, sachant que nous les enseignants, on est face à nos étudiants et on est aussi face à nos formations. Qui ne sont pas, vous avez dit, je suis physicien, ça bouillonne, j'ai plein d'idées, plein de choses que vous auriez voulu faire durant votre carrière que vous n'avez jamais pu faire, et tout à coup, tout devient possible. Et vous avez autour de vous des gamins que vous avez envie d'embaucher, de pousser pour que ça y aille. Et puis, finalement, on se rend compte que quand ils utilisent le clou en question, ils ne savent pas comment il est fait. Mais donc, et puis alors, on a envie qu'ils s'y mettent un tout petit peu, histoire de gratter pour comprendre, et c'est compliqué. Vous avez parlé aussi du no-code, là, du web coding que vous faites là, c'est-à-dire finalement j'écris mon code au tableau, ça marche pas, j'efface, je recommence, de toute façon ça prend 15 secondes. C'est ça, j'exagère. Ça prend 15 secondes, je recommence. Par contre, vous avez dit la tech elle est en train de débaucher, c'est vrai, hein, elle débauche massivement
mais il y a de la place encore pour 3 personnes sur 10. Hein. Il y a de la place. Et je dis souvent ça aux jeunes, il y a de la place pour 3 personnes, vous pouvez être dans les 3, c'est la première question. Et pourquoi il y a de la place dans les 3 personnes? Vous faites des analyses sur signaux, moi je fais d'autres analyses. J'analyse aussi des signaux et j'ai besoin d'un timing, c'est très compliqué, hein, l'embarquer, le suivi des signaux, la corrélation du signal au réfrigérateur, tout est timé, etc. Donc vous balancez vos bases de données des trains et puis vous récupérez vos signaux, il faut que ça croise et tout. Quand elle vous fait son wipe coding, c'est magique pour le physicien, je suis d'accord. Mais croyez-moi, quand vous explorez le timing, c'est-à-dire le moment où elle corrèle l'information, elle le met au regard, c'est toujours faux. D'accord. Et une dernière chose, si vous interrogez Claude 4.5, j'imagine que vous utilisez Claude. Non, ça c'est la démo, je l'ai faite avec Copilot. Oui, bon, d'accord. Ou même Antigravity de Google. Hein, là, il n'y a plus rien à faire. Il faut faire du bash. Et pour tous ceux qui sont nés en 70, c'est formidable. On retrouve le DOS des années 90. Et avec ça, on fait tout. Donc c'est formidable pour une certaine génération. Mais cette génération, je vous dis, soyez prudents. Interrogez l'IA. Dites-lui, le code respecte-t-il vraiment le timing, rentrez vraiment dans le questionnement, vous allez rendre compte qu'il dit non, ça ne le respecte pas, et ça ne le respecte pas. Et en fait, c'est mal codé. Et c'est là que tout à coup, on se rappelle que l'informatique, c'est séquentiel. C'est une chose après l'autre. Or, l'IA, ce n'est pas une chose après l'autre. Ça rentre, ça sort. Et alors que le séquentiel, c'est vous avez une fonction à 2 entrées, les 2 entrées sont renseignées, la sortie est activée. Et ça, il ne fait pas l'IA. Hein. Il fait des codes. C'est tout en parallèle. C'est vérifié. Ça marche. Il y a une question là, oui. Oui, Patrice, ingénieur et scientifique. Je tenais à vous remercier pour la qualité de votre exposé. Et surtout la passion à le transmettre. D'accord. C'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Par contre, que pensez-vous des formations d'ingénieurs? Je dis bien des formations d'ingénieurs. Parce que tout le monde ici dans la salle parle des ingénieurs en poste. Mais avant ces postes-là, ils ont été dans l'enseignement et donc ils ont suivi une formation. Aujourd'hui, cette formation est-elle adaptée, oui ou non, au devenir justement de nos métiers avec l'intelligence artificielle? Alors moi, je suis un grand positif, donc je vais vous répondre oui. Comme je vous le dis, j'ai une douzaine de personnes dans mon équipe, je les ai toutes embauchées, sorties d'école, et quelles que soient les écoles, je n'ai pas pris que Polytechnique, etc. J'ai pris des gens, je prends avant tout des gens qui ont un bon cerveau, que j'essaye soit je le teste en entretien, soit je le teste par des stages ou des thèses, parce que j'encadre souvent des thèses, et j'attends une certaine mentalité. Et dans cette mentalité, eh ben, je pense que c'est la dynamique, c'est le côté positif. Si les gens, ils en veulent, ils sont gentils. Voilà, il faut qu'on ait une équipe, donc tout le monde doit bien s'entendre. Et 2, il faut avoir envie de faire de la science ou de la techno. Si vous avez des gens motivés, quelle que soit l'école, quel que soit son domaine de recherche dans l'école, en fait, il va marcher. Et après, il faut les former. C'est-à-dire que, évidemment, si vous prenez un ingénieur, vous lui dites, voilà, tu as un bouquin de 1000 pages, maintenant tu te débrouilles, en fait, on ne fait pas un bon ingénieur. Si vous le prenez sous le bras, le gars, il a envie, quelles que soient ses conditions d'origine et tout ça, vous le mettez au boulot avec vous, vous l'accompagnez, et il a envie, vous réussissez. C'est pas que je veux me lancer des fleurs, mais depuis que je travaille dans mon entreprise, il n'y a pas une personne que j'ai embauchée qui a mal fini, entre guillemets, qui s'ennuie autre chose. Ils sont tous à fond. Voilà. Donc, on peut y arriver, mais je pense que tous nos jeunes, là, il faut juste les accompagner correctement. Et après, la formation, oui, il leur faut un bagage. Il faut faire des maths, il faut faire de la physique. C'est quand même mieux de savoir les tables de multiplication. Aujourd'hui, on en voit qui ne savent même plus leur table de multiplication. C'est quand même embêtant parce qu'ils perdent du temps. Aller chercher ChatGPT 3x4, c'est un peu embêtant. Voilà. Mais si vous les prenez, c'est-à-dire que ça, c'est un message pour les jeunes. Motivez-vous dans les stages, sortez vraiment, montrez-vous, mettez de la dynamique, mettez de la joie. Voilà. Si vous montrez votre personnalité, vous en voulez, vous avez de l'avenir devant vous. Et je ne suis pas inquiet avec l'IA, je ne suis pas inquiet avec la techno, je suis inquiet avec rien du tout. Je suis sûr qu'ils peuvent réussir. Allez. Alors moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour accompagner votre discours, parce qu'en fait, moi, tous les ingénieurs experts que nous avons recrutés, le trait commun de mes recrutements était la passion. Et d'avoir des jeunes qui avaient envie, qui étaient motivés pour les chercher, qui étaient des gens qui, le matin, quand ils venaient, ils étaient contents d'aller vivre l'aventure qu'ils allaient vivre dans l'entreprise. Exactement. Et c'est les soft skills aujourd'hui que je regarde avant tout. Oui, vous avez tout à fait raison. Et dans l'équipe aujourd'hui, donc moi, je ne les ai pas embauchés la même année, donc j'en ai 12.
J'en ai au moins 4 qui veulent être senior experts, c'est-à-dire vraiment monter que dans l'expertise et pas juste changer de poste tous les 2 ans pour gagner 5% de plus. Donc on peut les motiver pour la technique, mais ce n'est pas qu'une question d'école et une question de culture. Voilà, il faut les prendre avec nous et je pense que c'est peut-être ce qu'on ne fait pas bien dans les entreprises. Il faut les accompagner, notamment avec des anciens qui ont la connaissance et qui peuvent leur transmettre tout ça. Il n'y a rien de plus intéressant que de bosser avec des anciens et des jeunes. Voilà.